Bon matin tout le monde. Je m'appelle Martin Vandenbar. Je suis manager FabCity à Communautique pour FabCity Montréal. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin à ce panel sur la gouvernance, la participation citoyenne pour la régénération et la protection de la biodiversité en milieu urbain. La session de ce matin est enregistrée, donc elle sera disponible pour partage ou pour visionnement ultérieur. Nous avons avec nous ce matin trois panélistes de renom, professeur Éric Pinault, professeur Sylvain Delagrange et Mme Leila Cantave. Je vais vous présenter brièvement, mais je voudrais d'abord vous mettre en contexte pour l'atelier qu'on va avoir ce matin ou la discussion qu'on va avoir ce matin. La COP15 qui s'est tenue à Montréal en décembre dernier a plus que jamais placé la biodiversité au cœur des discussions que nous entretenons sur l'aménagement du territoire et le développement économique, nous amène à repenser les modèles dominants qui ont guidé nos approches dans ces domaines. Avec nos trois invités ce matin, nous allons discuter de l'état des connaissances et des approches en protection et régénération de la biodiversité urbaine et de la lutte au changement climatique. Et à travers le concept de métabolisme urbain, entre autres, on va explorer le rôle des politiques publiques, la participation citoyenne, des économies alternatives dans la mise en œuvre des solutions nécessaires pour accélérer et réussir cette transition vers des villes plus vertes, circulaires et inclusives. Donc, avant de commencer la discussion, je voudrais vous présenter nos trois intervenantes ce matin. Premièrement, Mme Leila Cantave, qui est responsable pour le Québec du réseau Action au climat du Canada. Leila Cantave s'est jointe à CANRAC en septembre 2022. Elle est diplômée de l'Université McGill, où elle a fait des études en développement international, en économie et études environnementales. Son intérêt pour la justice sociale s'est naturellement développé pour incorporer une approche intersectionnelle dans son activisme pour la justice environnementale et la justice climatique. Dans les dernières années, elle s'est beaucoup penchée sur la question des inégalités écologiques, non seulement à l'échelle nationale, mais internationale. En 2022, elle a co-créé l'organisme à but non lucratif Black Eco Bloom dans le but de promouvoir le leadership des femmes noires dans le secteur de l'environnement et de développer des solutions pour soutenir les communautés noires du monde entier qui sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques. Leila s'implique aussi avec différents organismes communautaires et associations actives sur le développement des communautés noires du Québec, en se concentrant plus spécialement sur la sensibilisation, l'implication et l'apport des jeunes et des femmes dans leur communauté. Leila, merci d'être avec nous ce matin. Ensuite, nous avons avec nous le professeur Éric Pinault, qui est directeur scientifique du pôle sur la ville résiliente à l'Université du Québec à Montréal. Éric Pinault est donc professeur à l'Université du Québec à Montréal, rattaché à l'Institut des sciences de l'environnement, dont il préside le comité scientifique, et il est spécialiste des transitions écologiques, politiques et économiques. Il travaille sur les enjeux de l'exploitation des énergies fossiles au Canada en collaboration avec les chercheurs du réseau pan-canadien Corporate Mapping. Engagé à la fois comme scientifique et comme citoyen dans le mouvement environnemental, il s'est impliqué comme économiste écologique dans la lutte contre les projets d'infrastructures de combustibles fossiles tels qu'Énergie Est, Anticosti et plus récemment GNL Québec. Il a co-dirigé en 2022 avec Frank Fischbach un programme de recherche en écologie sociale financé par l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg. M. Pinault, merci d'être avec nous aussi ce matin. Finalement, M. Sylvain Delagrange, qui est professeur et chercheur et chargé de projet à l'Institut des sciences de la forêt feuillue de tempérée, l'ISFOR, qui est situé à Ripon, en Outaouais. Ses travaux portent majoritairement sur la compréhension du lien qui existe entre les traits fonctionnels des plantes et leur capacité d'adaptation et d'acclimatation. Au cours de la réalisation de ces différents projets, il a pu développer des expertises liées à l'écophysiologie, à la phénologie des plantes, la mesure, la reconstruction 3D et l'analyse et l'architecture des arbres, la plasticité des végétaux en réponse aux traitements sylvicoles et les services écosystémiques rendus par les végétaux dans un contexte urbain. Professeur Delagrange, merci aussi d'être avec nous ce matin. On va commencer avec vous, professeur Delagrange. En tant que chercheur, je sais que vous travaillez sur les solutions nature, donc les infrastructures vertes, comme moyen de protéger la biodiversité puis de lutter contre les changements climatiques, qui nous permet d'être plus résilients face à l'impact des changements climatiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce travail et des approches de philosophie au sein de laquelle vous placez vos interventions? Oui. C'est ça. Merci, Martin, pour me donner la parole. J'ai préparé un petit document là, de 6 diapositives là, pour aider à contextualiser ça. Mais pour répondre à la question, la philosophie en arrière, c'est
du travail qu'on fait en ville, c'est d'essayer d'imiter la nature, de trouver, de comprendre comment la nature fonctionne pour pouvoir transférer ces mécanismes qui marchent très bien dans notre écosystème plus urbain et anthropisé, pour lui donner une naturalité, une fonction qui est un petit peu plus efficace que quand on l'exclut. Donc, ça demande de bien regarder les plantes, de bien les comprendre pour pouvoir les intégrer dans notre milieu urbain un peu plus facilement et efficacement. Donc, je vais partager mon écran pour la présentation. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, très bien. Parfait. Donc, ce que j'ai voulu faire ici, là, c'est une présentation que j'avais imaginée justement dans la participation à la COP15 à Montréal en décembre, où je voulais vraiment démontrer aux gens l'importance de s'inspirer de la nature, d'utiliser les solutions que la nature a pour nous permettre de lutter contre les changements climatiques, mais aussi favoriser la biodiversité. Et en ville, ça peut être très efficace. Donc, juste pour contextualiser tout ça, on sait qu'il y a des changements globaux, on les vit en ce moment, sécheresse, inondations, feux de forêt, etc. On voit qu'il y a quand même une pression de l'environnement sur nos écosystèmes qui est due malheureusement principalement à notre activité économique qui a produit des gaz à effet de serre. Donc, les changements globaux, c'est comme une grosse famille d'impacts. J'ai essayé de les diviser un peu dans le contexte urbain pour dire qu'il y a une part de ces changements-là qui viennent du changement d'utilisation du territoire. On a dévégétalisé l'environnement, le territoire. On a aussi fait de l'étalement urbain. Donc ça, c'est les points qui peuvent exacerber ces changements-là. On a aussi, avec nos échanges économiques, notre façon de fonctionner avec notre économie, fait des échanges très lointains de matériaux avec d'autres pays. Et là, on apporte des insectes, des maladies, des champignons, des bactéries. Donc, on a des menaces biotiques qui peuvent arriver, qui normalement n'auraient pas dû être en contact avec nos écosystèmes et qui peuvent bouleverser un petit peu. On l'a connu avec la grille du frêne et quelques autres exemples. On a aussi des espèces qui sont envahissantes. Donc, on a le nerf brun ou le roseau commun, par exemple, qui envahissent vraiment efficacement nos écosystèmes parce qu'ils n'étaient pas préparés à ces espèces-là. Et puis, on a aussi les changements climatiques qu'on connaît un peu mieux, donc un changement du climat qui fait qu'on a des épisodes de sécheresse, des précipitations qui ont une fréquence différente. Tout ça ensemble, ça fait un beau mélange d'incertitudes qui fait que nos écosystèmes ont du mal à savoir comment réagir et à pouvoir répondre à toutes ces modifications. Donc, l'idée, c'est de dire, on ne sait pas trop ce qui s'en vient, on le sait que ça va être quand même important, mais si on ne le sait pas, le meilleur moyen de se protéger de ça, c'est d'avoir quelque chose qui est en santé, quelque chose qui fonctionne bien. Et pour avoir quelque chose en santé et qui fonctionne bien, ben, il faut que ce soit diversifié. Donc là apparaît la nature. Pourquoi est-ce qu'on s'inspirerait de la nature? Parce que la nature est magnifiquement faite. Je suis un écophysiologiste, tu l'as dit, oui, effectivement. Alors moi, je trouve ça magnifique. Cette équation-là résume tout ce que la nature est capable de faire. Elle est peut-être plus belle pour vous si je la matérialise comme ça, là, avec des feuilles, de l'eau et du sol. Mais il faut comprendre que c'est l'équation de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quelque chose que la nature a fait et qui permet de fixer du CO2, de gérer l'eau qui est dans le sol et d'utiliser la lumière, donc la chaleur du soleil et l'énergie du soleil pour donc les gaz à effet de serre, de l'eau de pluie, la lumière qui augmente la chaleur dans les villes. Ces trois choses-là, la photosynthèse est capable de les incorporer pour faire de la biomasse, des sucres, donc quelque chose qu'on peut même utiliser après, et de retranspirer de l'eau et de produire de l'oxygène qu'on a besoin comme animaux pour vivre. Donc, juste cette équation-là, si on fait juste la stimuler, on va s'aider parce qu'on emmène les bonnes choses aux bons endroits et on enlève les mauvaises choses des mauvais endroits. Donc, ça fait de l'arbre une solution nature très importante. Arbre, j'entends tout ce qui est au-dessus du sol, mais aussi en dessous du sol, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le sol aussi, qui vont nous donner des services. Donc, comme je disais, filtration de l'air, fixation de carbone, de l'ombrage pendant les périodes de pic de canicule, filtration de l'eau, filtration du carbone. Donc, ça c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant d'utiliser.
Et aussi, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour la biodiversité? C'est parce qu'il y a des habitats. Et donc, ça va fournir des habitats à tout un tas d'espèces compagnes qui sont associées avec ces arbres-là. Donc, les arbres, on peut les utiliser tout seuls, on peut les mettre en groupe ou même en forêt. Puis là, on va avoir des services qui vont être de plus en plus intéressants parce que la taille de ces organismes-là fait en sorte qu'ils vont faire beaucoup de photosynthèse et avoir des gros impacts. Pour terminer, donc, comment est-ce qu'on peut réellement l'utiliser? J'ai nommé quelques verbes qu'on peut avoir suivant le gradient de naturalité. Quand on est en forêt, qu'il y a déjà des arbres, en gros, ce qu'on peut faire, c'est une solution qui va être plus de protection ou d'aménager vraiment durablement ces écosystèmes-là. Quand on est dans des systèmes agroforestiers, on va vouloir verdir des bandes riveraines qui peuvent être un peu endommagées pour garder la qualité de l'eau. On va vouloir créer des corridors pour la circulation de la biodiversité. Quand on va arriver dans les banlieues, les petits villages ou même dans les villes, là, il va falloir aller vers de la protection des milieux humides parce que là, on a vraiment un impact, de la restauration parce qu'on a des endroits qui sont un petit peu dégradés. Puis quand on est dans les villes, là, il faut aller vraiment vers du verdissement. On a perdu des végétaux dans ces écosystèmes-là. Il faut en remettre. Il faut créer de la connectivité pour que la circulation de la faune et de la flore puisse se faire. Et il faut évidemment restaurer. Donc ça, c'est les actions que nous, on peut avoir et qui peuvent être des solutions qui vont avoir un effet à la fois sur les changements climatiques et le maintien de la biodiversité. Donc en résumé, en milieu urbain, parce que ce qu'on doit faire, c'est protéger, restaurer, diversifier et connecter. Donc, protéger les espaces qui existent encore et restaurer certains espaces pour les protéger ensuite. Diversifier, ça c'est pour se préparer à l'inconnu du futur. Si on met 15 espèces dans un parc et qu'il arrive 2, 3 maladies, une sécheresse, on est pas mal sûr qu'à la fin, il y en aura quand même un qui va être encore là et qui va fournir les services. Alors que si on a la même espèce, s'il y a un problème, on perd tout. Finalement, connecter pour faire cette circulation et permettre à la biodiversité d'être maximisée. En retour, ce que ça peut nous donner, ça va donner à l'être humain une possibilité de circuler activement dans les villes et agréablement dans les villes. Donc, d'avoir une activité physique, par exemple, s'alimenter, parce qu'on peut créer des jardins et des forêts nourricières avec ces espaces verts. Et puis, avoir accès, on a vu avec la COVID comment c'était important de pouvoir avoir accès à la nature, même si on était en ville. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir cette accessibilité. Donc, comme participation citoyenne, ce que je vois, moi, dans mes projets, c'est beaucoup de s'intéresser, de comprendre ce qui se passe, de voir, d'observer et de s'intéresser à la problématique. On perd des milieux naturels en ce moment dans les villes, pourtant on en a besoin de plus en plus. Donc, l'idée, c'est de s'intéresser, de participer au développement des villes, au développement territorial. Ça, c'est vraiment important. Et plus le public et le citoyen s'y intéressent tôt, et moins il y a de conflits en général dans le développement par la suite. Parce qu'il n'y a rien de pire que des développements qui se font, les gens sont surpris, on trouve des espèces, ça devient un conflit. Donc l'idée, c'est d'éviter ça en mettant tout le monde autour de la table au départ. Et puis aussi, ce qui est en ce moment très apprécié par rapport à la COP15 et aux objectifs à la fois de protection, de restauration, la protection, c'est qu'il est possible de faire des dons. Quand on a des terres privées et qu'on est intéressé à faire des dons écologiques ou de la servitude de protection, c'est possible de mettre son terrain en protection et d'offrir comme ça dans les banlieues, dans les villes, si on a un terrain intéressant, d'essayer de participer à cet effort de protection parce qu'il faut atteindre 30%. Un pourcentage qui est reconnu par les scientifiques pour dire que ça maintiendrait une très grande majorité de la biodiversité et des fonctions. Donc, c'est un pourcentage minimum, mais qui est intéressant. Et puis après ça, il y a pour la restauration, il y a plein de... Moi, dans les projets de reverdissement ou de plantation de bandes riveraines, on appelle toujours la population, il y a toujours une belle participation du public pour aller faire le suivi aussi, de vérifier est-ce que les oiseaux s'en viennent une fois qu'on a planté les arbres, est-ce que la faune apparaît, ça, les citoyens peuvent participer puis, et faire leur part dans la science citoyenne, là, où ils vont observer et nous donner des données sur des lieux où on ne peut pas toujours être. Donc ça c'était bien intéressant aussi. Excellent.
Une question avant de passer au professeur Pinault. Quand on parle de protéger 30 du territoire, il y a une grande diversité d'écosystèmes. Donc, j'imagine qu'il faut tenir compte aussi de la diversité de ces écosystèmes. On ne peut pas juste aller protéger 30 de n'importe quel territoire et dire qu'on a atteint nos objectifs. Non, ça, à la COP15, c'était extrêmement clair. Il faut protéger 30% des habitats. Donc, si on a 150 habitats, ben, il faut protéger 30% de 150 habitats. C'est là que le Québec, en ce moment, n'est pas tout à fait à la bonne place parce qu'il a protégé plus d'habitats nordiques et moins d'habitats du sud, probablement parce qu'il y a moins d'activités humaines dans le nord, donc c'est plus facile et il y a moins de conflits à protéger. Mais il va falloir faire un rattrapage et effectivement aller protéger tous ces habitats parce qu'il faut protéger la diversité d'habitats aussi. Donc, il faut... Et même chose, c'est 30% de terres publiques, mais c'est 30% de terres privées aussi. Donc, c'est certain que dans certaines villes, ça va être difficile. Donc, c'est là où il y a des gros efforts à faire de restauration pour pouvoir protéger par la suite. Sur ces questions-là de protection des habitats, il y a des initiatives qui se passent en région aussi, par des citoyens qui peuvent donner des servitudes ou léguer des terres. Mais il y a eu des propositions qui ont été faites dans toutes les régions, dans le sud du Québec, je pense, par des communautés pour faire de la protection. Je sais qu'à Ripon, il y a Mashkiki qui a été protégé, une forêt ancienne, je crois. Il y a d'autres projets comme ça dans le sud. Je fais le lien, vous disiez, plus les citoyens sont impliqués tôt dans le processus, moins il y a de conflits. Oui, c'est ça. Ben, en ce moment, suite à Mashkiki, qui a été quand même un succès, même si ça a été passablement long, on a vu, en asseyant tout le monde autour de la table, qu'on pouvait avoir un consensus. Même les industriels étaient d'accord pour dire ce territoire-là, c'est vrai qu'il est beau, on peut le garder, on peut le soustraire de notre utilisation. Donc, on avait même le côté économique de notre bord, puis on voyait que ça fonctionnait bien. Là, on a réitéré à beaucoup plus grande échelle, suite à la COP15, il y a une communauté autochtone ici, les Anishinabés, qui a levé la main, qui a dit, ben, à COP15, on a demandé à ce que les Autochtones prennent un peu en main aussi des projets de conservation. On est prêt à le faire, est-ce que vous embarquez? Donc, nous, on a dit oui, et le gouvernement fédéral aussi, les MRC aussi. Donc, finalement, on s'est retrouvé avec tout le monde autour de la table pour dire, traçons un grand territoire, le territoire original des Anishinabés, puis on va dire que c'est eux qui vont participer et l'idée la conservation sur ce territoire-là, qui vont, avec notre aide, oui, mais choisir le 30% à protéger, choisir le 30% à restaurer et discuter comment on utilise le territoire pour vrai ensemble. Donc c'est ça, c'est en cours et c'est des belles initiatives qu'on espère voir se reproduire. Et là, on est en train de le publiciser, le projet, puis de dire aux gens, intéressez-vous à ça, venez participer. Les Anishinabés ont une façon de fonctionner qui est très intéressante en table ronde, où il n'y a personne qui est en haut, en dessous. On est tous autour de la table, puis on s'écoute. Fait que venez participer, dites votre point de Donc, vue. les MRC, les préfets, la ville de Gatineau vont participer au cercle qui va être présidé par la communauté de Kitikmeot. Exactement. Oui, ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Merci, Oui. merci, professeur Delagrange. Professeur Pinault, en tant qu'économiste, vous travaillez puis vous approchez l'économie urbaine, pas juste urbaine, en général, sous la loupe du concept de métabolisme, dans le cadre de la ville de métabolisme urbain. Est-ce que vous pouvez nous en parler puis nous dire en quoi est-ce que cette approche nous amène à concevoir l'économie et la société? Puis je suis content parce que ça vient superposer un petit peu à ce que Sylvain nous proposait comme carte en lien avec la biologie. À vous, professeur Pinault. Oui, oui, ça vient recouper en fait, effectivement. La notion de métabolisme social ou urbain, c'est une manière d'aborder l'économie qui part des grandeurs biophysiques, qui se dit, ben, une économie, c'est pas juste des pièces qui circulent, c'est pas juste des flux financiers, c'est pas juste non plus du travail humain. Il y a toute une dimension naturelle ou biophysique à l'économie. On transforme la matière, on impacte des milieux. Et donc, c'est une manière de reconceptualiser l'économie à l'aune de ces flux-là. Puis, par rapport aux villes, ben, c'est d'autant plus important parce que les villes sont des espaces de concentration extrême de flux. Une ville, finalement, vit d'un territoire beaucoup plus grand que son territoire urbanisé. Puis, en fait, les impacts environnementaux, puis en particulier les impacts sur la biodiversité d'une ville se distribuent
dans des cercles spatiaux très larges. Hein. On peut dire qu'une ville comme Montréal va impacter non seulement la vallée du Saint-Laurent, non seulement, mettons, la forêt boréale pour sa demande en bois, mais des choses aussi banales que notre demande en graisse va avoir un impact sur la déforestation en Indonésie, par exemple, parce qu'on veut on veut de l'huile de palme pour toutes sortes Donc, le métabolisme permet de capturer puis d'analyser ces flux-là, puis aborde après ça la question de la soutenabilité en se disant comment qu'on peut réduire ces impacts-là, et ce qui nous apparaît comme le plus évident, c'est qu'il faut diminuer les flux. Il faut que nos villes et nos sociétés descendent de cette intensité de transformation. Je vais prendre un petit diapo pour illustrer le propos. Là. C'est une image extrait de travaux de collègues qui sont qui ont développé ces modèles-là à Vienne, mais bon, c'est un peu standard. Pour les gens qui sont peut-être qui connaissent un peu les concepts d'économie circulaire, c'est rattaché en fait, à l'origine, le métabolisme social, ça vient de l'écologie industrielle, donc ça vient de ces réflexions. Alors, dans le fond, on peut dire que le métabolisme d'une société, c'est toute la matière qu'une société a besoin d'extraire des milieux naturels pour pouvoir reproduire ses structures. Il y a comme un standard en métabolisme social, on divise ça en familles de matières. On a 4 grandes familles. On a notre biomasse qu'on peut extraire de la forêt directement, ou on peut extraire par la culture, ou on peut extraire par l'usage de pâturage, où c'est les bêtes finalement qui extraient pour nous, puis après ça, ces bêtes-là, on les met à mort, puis on les consomme de toutes sortes de manières. Donc, ou la pêche, j'imagine. Oui, la pêche est inclue. Exactement. Après ça, on a nos énergies fossiles, qui sont vraiment un important segment de ce qu'on extrait, qui est central à la structure de notre économie, qui a un impact écologique, on le sait, avec les changements climatiques extrêmement importants. Et on a nos minéraux qu'on divise en 2 grandes familles. On a les minéraux métalliques, les métaux, et on a les minéraux non métalliques, qui sont de loin la composante la plus importante en termes de volume, là, de ce qu'on extrait de la nature. Les minéraux non métalliques, c'est le sable, c'est le gravier, c'est la roche, c'est le calcaire, et tout ça, ramassez ça ensemble, puis vous avez la recette du ciment. Et c'est extrêmement important dans notre société, le béton. C'est pas quelque chose qui était présent il y a un siècle, mais depuis une 50aine d'années, cette substance-là, le béton, est au cœur de nos flux de matière, puis au cœur de la manière dont on organise nos villes, puis a un impact immense en termes de biodiversité, puis de changement climatique. Alors après ça, nos sociétés accumulent cette matière-là dans des formes. Ça peut être des maisons, des usines, des routes, des camions. Alors ce sont ce qu'on appelle les artefacts. Et éventuellement, c'est les lois de la physique qui commandent ça, c'est l'entropie. Éventuellement, toute matière, aussi solide et durable soit-elle de notre point de vue, fait l'objet d'une dissipation anthropique, et donc on a des rejets, soit en émission, soit en déchets solides ou liquides. Et donc, extraction et dissipation, c'est le mot technique qu'on utilise, c'est les interfaces avec la nature. C'est là où les pressions environnementales se font sentir. Oups, bon, ça vient de flipper, mais c'est correct, je suis rendu là. Alors, je vais pas tout lire ce qui est là-dessus, puis je vais la fermer bientôt, mais ce qui est important, c'est ce qui est ici, là. Dans le fond, ça ramène à changer notre conception de l'économie. Plutôt que d'avoir juste 2 relations économiques, on produit puis on consomme, puis faire toute notre analyse de soutenabilité à partir de ces 2 catégories, on va aller vers 4 grandes relations économiques. On extrait. Hein, pour produire, il faut extraire. Et toute consommation industrielle ou citoyenne ou collective ou individuelle implique une dissipation. Et il y a des interfaces. On appelle ça dans le langage technique du métabolisme les puits. C'est là où on envoie nos déchets, que ce soit l'atmosphère, une rivière ou un site d'enfouissement. Et nos sources, c'est les écosystèmes dans lesquels on puise finalement ce qu'on doit extraire et l'impact qu'on peut avoir sur eux. Je vais éliminer le partage d'écran pour le moment. Dans le fond, vous sortez des modèles classiques linéaires, puis vous tenez compte. Exactement. On sort d'un modèle, on est dans un modèle linéaire tout de même. Hein? Ça, c'est important. Les gens qui travaillent en économie circulaire, quand on regarde ce modèle-là, ils disent, oui, mais là, attendez, il y a du recyclage, il y a de la circularité. Oui, mais
Mais on commence par se dire, on va regarder ça selon les lois de la physique de manière linéaire, puis après ça, on va introduire les notions de circularité. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder ces extractions, ces dissipations, puis on va se dire, ben, il y en a qui sont évidentes parce qu'ils sont à côté. Pour faire du béton, on va prendre la gravière, elle va venir d'une région pas trop loin. Par contre, pour un ensemble de matériaux, je prends ce qui est là-dedans, là, dans mon petit téléphone ici, les métaux qui sont là-dedans viennent de partout dans le monde et ont des impacts très lointains. Et donc, on va faire des analyses en termes de télécouplage et de ce qu'on appelle, nous, l'externalisation. L'externalisation, c'est finalement quand on déplace ailleurs et on rend invisible, là, il y a tout un enjeu de justice environnementale qui se pose, on rend invisible les extractions et les dissipations reliées à nos activités. On les invisibilise. Une externalisation très facile à comprendre, ben Montréal a besoin d'occuper un immense territoire dans le nord du Québec pour pouvoir s'éclairer, pour pouvoir avoir de l'électricité. Hein, c'est à des milliers de kilomètres, finalement, que l'énergie qui est nécessaire pour l'existence de notre ville est épuisée. Donc, ça m'amène maintenant à parler rapidement de biodiversité. C'est clair qu'on peut faire beaucoup d'interventions en milieu urbain pour améliorer la biodiversité, pour la protéger, la restaurer, la développer. Par contre, une ville, l'essentiel de son impact en termes de biodiversité n'est pas à l'intérieur de ses frontières, mais est ailleurs. Et c'est là où je pense qu'il y a un besoin pour les villes de commencer à mesurer ces impacts extérieurs et commencer à se poser la question de quel genre de modèle économique on a besoin pour diminuer ces impacts externalisés. Et ça amène à peut-être proposer trois changements de logique qui dans la littérature, on retrouve ça dans le GIEC, on a retrouvé ça aussi dans l'équivalent du GIEC qui est l'IPBES là, pour la biodiversité, puis c'est quelque chose aussi qui a été discuté à la COP 15. Le premier, c'est la croissance. On peut plus se permettre d'avoir dans les pays riches, dans les pays avancés, un modèle axé sur la croissance. Il faut changer de logique économique à ce niveau-là. Et ça implique de remettre en question un moteur central du développement de nos économies depuis un siècle, qui est le motif du profit ou de l'accumulation. Là, c'est gros parce que c'est aller à l'encontre de toute une culture, d'un ensemble d'institutions et de structures de pouvoir très importantes, mais c'est un impératif écologique. Et donc, c'est un défi de penser, je vais utiliser un vocabulaire un peu étrange pour le dire, mais je me permets de le dire, des modèles d'affaires qui échappent à la logique de profit et à la logique d'accumulation. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus avoir d'innovation, ça ne peut pas dire qu'il ne peut plus avoir d'entrepreneurship même, mais il faut penser ça de manière radicalement, sur une logique radicalement nouvelle, où le besoin de croissance n'est pas au cœur du développement de l'économie. Puis en même temps, on a le défi de répondre aux inégalités, puis on a le défi de répondre aux besoins matériaux d'une partie de la population qui vit, même au Canada, qui vit à des niveaux de pauvreté inacceptables. Deuxième changement de logique important, surtout les 30 dernières années, nos économies se sont développées en allongeant leur circuit économique constamment. Il faut inverser cette logique-là, il faut avoir des circuits courts, il faut avoir des boucles très serrées sur le territoire, il faut territorialiser notre économie. Et finalement, notre économie s'est aussi développée dans les dernières 50 années à peu près, en séparant de plus en plus les activités de consommation et de production. Pour le dire d'une manière un peu caricaturale, on produit des choses qu'on est incapable de consommer, puis on consomme des choses qu'on est incapable de produire individuellement. On dépend du travail des autres, puis c'est peut-être une bonne chose dans une société de dépendre du travail des autres, mais on a poussé cette logique-là trop loin, et cette séparation de production et consommation permet d'invisibiliser l'impact de l'une et de l'autre. Donc, en fait, on voit pas l'impact de nos jobs sur l'environnement, puis on voit pas l'impact de notre consommation non plus. Alors, je pense qu'une grande partie de la croissance des 20 dernières, même des 50 dernières années, ça a été en transformant les activités qu'on pouvait faire dans un contexte non marchand en activités qui doivent passer par l'économie marchande. Donc, on pense à cuisiner, à se faire des amis, on a maintenant des plateformes qui font ça pour nous. Se divertir, réparer des choses, c'est plus des choses qu'on fait, entretenir nos objets qui nous entourent, on le fait de moins en moins parce qu'ils sont faits pour briser. Donc là, il y a un vaste défi de réapprendre à prendre soin de notre monde physique autour de nous et ramener dans la sphère de l'activité de loisirs collective et de faire ça sans pitcher ça sur le
sur le dos des femmes, parce que traditionnellement, il y a une division genrée à ce travail-là. C'est les femmes qui le font et c'est les hommes qui sortaient travailler dans l'économie formelle. Donc, il faut faire ça tout en revoyant la division genrée du travail. Donc, c'est un défi immense, mais là, il y a beaucoup de curiosité culturelle autour de ça. Je pense que là, il y a peut-être un levier. Donc, voilà en gros. Puis ben ça, c'est quelque chose dans ces 3 défis-là, c'est sûr qu'individuellement, on peut peut-être essayer de mieux acheter, de mieux travailler, mais c'est clairement en se mobilisant comme citoyen dans des organisations qu'on peut et là, il y a plein d'organisations sur le territoire montréalais, là, Transition en commun, Solon, le Fonds commun sur la transition énergétique, des groupes de quartier comme le MEAC ou des groupes à la Chine. Donc, un peu partout, on a des citoyens mobilisés autour de ces enjeux-là. Ou la Fab City, Ou la Fab City, exactement. Qui propose de rapprocher la consommation de la production. Exactement, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup là-dessus. D'être conscient de tout ce que vous venez de nous dire en termes d'impact, travailler sur la réparabilité. Ouais. Donc, vous nous confirmez comme économiste que c'est la bonne direction à prendre. Exactement. C'est ce qui permet de sortir de la logique de la croissance. Oui. Super. Merci pour votre présentation. C'était très éclairant. Puis, pour Leila maintenant, le réseau Action Climat Leila a une expertise qui est très reconnue dans le domaine des négociations climatiques au niveau national et international. En décembre dernier, vous avez participé activement dans les négociations de la COP 15 à l'accord de Kunming-Montréal. Quelle est votre appréciation, Leila, des progrès et des engagements qui ont été réalisés à la COP 15 à la lumière de ce que Sylvain puis le professeur Pinault vient de nous dire? Oui, bien, je pense que les présentations qu'on vient d'écouter nous ont montré en fait l'impact que ce genre de négociations peuvent avoir sur les initiatives qui se font à l'échelle nationale, aussi localement dans la province. Juste pour appliquer le principe de vulgarisation, je vais juste rapidement mentionner justement que la COP 15, c'était la 15e conférence sur la Convention sur la diversité biologique. Et c'est dans le fond la convention sœur de ce qu'on connaît comme la COP sur les changements climatiques. Et la même chose, ça regroupe 196 pays qui ont un but général d'arriver à un consensus pour engager des mesures qui vont amener dans un avenir dit durable. La COP 15 était particulièrement importante parce que ça faisait déjà 2 ans que ça devait se passer et à cause de plusieurs contextes, ça ne s'était pas fait. Fait qu'on avait vraiment plusieurs facteurs qui mettaient pression sur ces négociations. La première chose, en fait, 2 facteurs vraiment importants, c'est le facteur temps qui a été amplifié à cause de la pandémie. Comme j'ai dit, depuis 2020, on aurait dû déjà avoir cette convention cadre qui allait guider les différents pays dans leur approche sur la biodiversité, mais ça n'a jamais pu avoir lieu. Fait que 2022, il n'y avait pas plus de temps que ça à donner. Un deuxième facteur qui était quand même assez important puis qui aide aussi à juger le succès de cette COP, c'était le contexte géopolitique qui était très tendu parce que le Canada et la Chine devaient justement travailler étroitement pour arriver à ce cadre mondial. Puis c'est quand même important de mentionner que leur collaboration puis en fait, que le succès de cette convention allait dépendre beaucoup de leur collaboration aussi en tant que pays hôte, puis pays qui présidait justement la COP. Alors, à cause de ces facteurs, on avait des pressions quand même supplémentaires pour le succès de ces COP, sachant aussi qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui attendaient de voir ça allait quoi les directions des différents pays, quelle énergie qui allait être mise, quels sont les fonds qui allaient être disponibles pour tout ça. Puis, je pense aussi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce sont des conventions sœurs. Fait que le lien entre biodiversité et climat, vraiment, pendant la COP 15, a pris encore plus d'ampleur. Ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ces liens. Mais je pense qu'il est important de comprendre que le cadre mondial ambitieux pour protéger et restaurer les écosystèmes, c'est vraiment essentiel aussi pour les objectifs qu'on a pour l'accord de Paris, qui est limité justement à la température à 1,5 degrés Celsius. Puis, un exemple tout le temps que le GIEC, qui a été mentionné tout à l'heure, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC, souvent, c'est l'exemple qui est donné puis qui a été aussi montré dans le dernier rapport. L'augmentation des superficies de la forêt, du bois, de savane boisée, tout ça,
ça a la capacité justement d'aller stocker 25% du carbone nécessaire pour limiter les objectifs qu'on a avec l'accord de Paris. Puis aussi les écosystèmes, comme on vient de l'entendre aussi dans les conversations, dans les précédentes présentations, les écosystèmes fournissent également des services écosystémiques qui sont essentiels pour l'adaptation et la résilience. Encore une fois, des choses qui s'alignent avec les objectifs de l'accord de Paris. Fait que les crises climat et biodiversité sont étroitement liées parce qu'elles peuvent aussi être une solution l'une pour l'autre, en ce sens. Lorsqu'on regarde les négociations, puis le succès, écoute, c'est toujours comme un peu... C'est difficile de répondre à cette question, mais concrètement, il y a quelque chose qui en est ressorti. Premièrement, on a un cadre mondial pour la biodiversité. C'est là, on a des lignes directrices, puis en plus, on a un cadre mondial qui établit une mission pour 2030 et on a aussi un cadre mondial qui décrit un résultat pour la nature pour 2050. Fait que c'est déjà pas mal. Un autre point qui était quand même assez très important pendant ces négociations, puis on l'a vu aussi avec les divers engagements que le Canada, le Québec, les provinces, les villes ont fait, c'est l'aspect financier. Les pays, dans le fond, et les institutions financières internationales, elles avaient comme la pression de démontrer qu'ils allaient combler ce déficit, en fait, qu'on a pour le financement pour la biodiversité. Au moment de la COP 15, en décembre 2022, ce déficit était estimé à 700 milliards de dollars par année. Ça a été très ambitieux d'atteindre ces 700 milliards par année comme engagement. Mais dans le fond, ce qu'on a eu le droit, c'était quand même une augmentation qui était nécessaire. Fait que la conclusion a été de pouvoir mobiliser 200 milliards de dollars par année. Bien sûr, ce sont des efforts qui sont quand même assez importants, mais on comprend qu'il y a encore beaucoup plus à faire pour aller combler ce déficit. Le Canada, lui, s'est engagé à consacrer 20% de ses financements climatiques, par exemple, aux solutions et projets climatiques basés sur la nature avec des co-bénéfices en matière de biodiversité. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Puis il y a aussi également promis 350 millions de dollars pour aider la mise en œuvre du cadre mondial, étant donné que pays hôte et tout ça. Fait que ça c'est intéressant. Puis je pense que c'est important de mentionner aussi que le flux financier international proviendrait des pays dits développés. C'est aussi quelque chose qu'on veut s'assurer qui est bien clair. En termes de faire l'intersection entre climat et biodiversité dans le contexte de la COP 15, il y a toujours une cible justement sur les changements climatiques. Puis la cible a été retravaillée et approuvée. Puis au final, la conclusion, c'était vraiment de réduire les impacts du changement climatique et l'acidification des océans sur la biodiversité pour accroître justement la résilience avec des solutions basées, encore une fois, puis comme on a mentionné dans nos conversations précédentes, basées sur des solutions fondées sur la nature et des approches écosystémiques. Puis, quelque chose que je veux juste prendre le temps de mentionner, parce que je pense que le professeur Pinault a aussi couvert ça en parlant de changer notre flux financier. Bien, tu sais, même si que l'accord a été approuvé sans grande objection, la République démocratique du Congo a quand même exprimé des préoccupations concernant l'absence d'un accord sur des nouveaux fonds sur la biodiversité autonome. Puis ça, c'est quand même, ça rejoint totalement ce que le professeur Pinault disait, c'est-à-dire une réforme du système financier pour justement enlever cette finance, que ce soit climatique ou pour la biodiversité, qui est au final juste une question de profit, qui est juste, encore une fois, accroître les profits en ce sens. Fait que je vous dirais qu'après ces 13 jours de négociation, on a vu on a vu le Canada, le Québec, la province de Québec, les villes prendre beaucoup de décisions, que ce soit, oui, ici, mais aussi à l'international, c'est la même chose qui se sont passées. Puis on parle de finances, mais
les annonces puis les engagements que les villes, les provinces, tout ça peuvent prendre sont au-delà de la finance, bien sûr. On a entendu la ville de Québec, justement, qui voulait mettre en place de nouvelles structures, de nouvelles régions, justement, des sphères protégées. On a aussi mentionné que l'ONU Habitat voulait venir, par exemple, s'installer à Montréal pour travailler spécifiquement avec les villes et les habitats qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Ce sont des annonces quand même assez importantes, puis qu'au final, en tant que citoyens, habitants, personnes qui occupent le territoire, ça vient justement nous affecter, puis ça peut venir influencer ou nous aider à mettre en place des initiatives pour continuer ce travail, en fait, qu'on fait. Oui. Merci, Leila. Tu as parlé de la dynamique nord-sud, la question du financement qui est très importante. Puis, le professeur Pinault nous parlait, dans nos flux matériaux, l'impact qu'on a dans nos villes du nord, puis de la consommation en général dans le nord sur le sud. Les montants que vous mentionniez, 700 milliards de dollars, n'apparaissent pas si gros que ça quand on les compare à des dépenses qui se font dans d'autres domaines. On vient d'annoncer des dizaines de milliards pour des usines automobiles au Canada, par exemple. On est un tout petit pays, là, il doit s'en construire beaucoup partout dans le monde. Ça a pris beaucoup de place dans les discussions, je pense, hein, cette discussion nord-sud sur l'importance de la réparation, parce qu'il y a quand même un passé colonial extractiviste qui continue encore aujourd'hui. Oui. Oui, tout à fait. Dans le fond, comme tu viens de le dire, c'est quelque chose, c'est vraiment une question de justice puis d'équité, en fait, d'arriver à atteindre ces objectifs puis à combler ses besoins. Ce sont bref, gros montants, pas gros montants, mais fermer justement ce déficit, c'est une question d'équité, puis c'est une question de justice, justement, comme vous venez de le mentionner, à cause de l'apport, la dynamique totalement débalancée qu'on connaît, puis extractive, justement, entre le nord et le sud. Fait que, oui, je suis tout à fait d'accord. On pourrait faire l'argument qu'une grosse partie de la catastrophe écologique, des catastrophes écologiques qui existent en Amazonie, dans les forêts africaines, en Asie, sont causées par la consommation. Oui. Historiquement et de façon contemporaine. On y reviendra peut-être si on a le temps durant notre session. De la COP 15 est sorti aussi un document qu'on appelle l'Appel de Montréal. Professeur Pinault, vous avez participé à la co-rédaction de l'Appel de Montréal qui a été signé par les gouvernements de Montréal, du Québec, du Canada, la Nation CRI, plusieurs réseaux et groupes environnementaux et citoyens. Est-ce que vous pouvez nous parler comment cette déclaration a-t-elle été reçue à l'international, puis en quoi est-ce qu'elle constitue un pas en avant pour la suite des choses? Absolument. La Déclaration de Montréal visait, il y avait deux grands objectifs dans la production de cette déclaration. Premièrement, c'est une initiative de la société civile. Ça, c'est important. C'est une initiative qui vient du collectif des ONG, donc de la société civile COP 15. Et ça, c'est important, je pense, pour la démarche de voir que c'est ancré dans une volonté citoyenne. De deux grands objectifs. Le premier, c'est de dire que, puis je pense que Leila a très bien expliqué ce principe, les deux grandes crises environnementales sont intimement liées. On peut pas parler de biodiversité sans parler de changement climatique, et on peut pas parler de changement climatique sans parler de biodiversité. Il y a des arbitrages. Parfois, les solutions à l'une peuvent impacter la lutte pour l'autre, et donc il faut faire attention. Il y a des points de convergence, il y a des points de divergence, donc il faut tenir compte à chaque fois. Et donc, dans les COP dorénavant, on doit toujours parler de l'autre COP. Ça, c'était la première idée qu'on voulait avancer. La deuxième idée, c'était de dire que on a bien identifié dans le cadre des COP sur la biodiversité les causes directes. Je vais montrer un petit schéma là, bien simple. Là. Les causes directes des pertes de biodiversité, là, c'est ce qui est dans le milieu ici. Changement climatique, pollution, changement dans l'usage des terres, les espèces invasives dont a parlé Sylvain tantôt, mais dans le document de l'Appel de Montréal, on reprend une idée qui est au cœur de la réflexion du panel international sur la biodiversité et les services écosystémiques qui s'appelle l'IPBES, donc qui est un peu l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, que ce sont en fait les causes sous-jacentes qui sont les moteurs des causes directes. Donc, et ces causes sous-jacentes, en fait, dans le cadre
les travaux de l'EPBS, on les nomme, on les connaît, on les étudie. Il y en a 5 grandes, les valeurs, les dynamiques démographiques, la logique économique dominante, les technologies qu'on utilise et nos institutions et gouvernance. Puis en fait, l'économie est vraiment le moteur de tout cet enchevêtrement de causes sous-jacentes à travers 2 vecteurs, les échanges internationaux puis le métabolisme social que j'ai présenté tantôt. Je vais enlever ça, c'est plein de détails techniques, mais ce qui est important, c'est pour nous, ce qui était important, c'était de dire, regardez, la lutte contre la biodiversité doit passer par une action au niveau des causes sous-jacentes. Et ça, c'est au cœur du document de l'Appel de Montréal. Excellent, merci. J'ai le goût de retourner à professeur Delagrange pour voir vos réactions en tant que scientifique, en tant que biologiste qui travaille sur ces questions-là, les engagements de la COP15, l'Appel de Montréal, ce que nous partageait Leïla, tout ça. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Est-ce qu'on est assez ambitieux dans nos objectifs? Est-ce qu'on est réaliste dans les moyens qu'on met en œuvre, qu'on mobilise pour ces accords-là? En général, dans ces questions-là, on est toujours en rattrapage. Donc, je pense qu'on fait le minimum nécessaire. Ces objectifs-là, pour moi, c'est le minimum nécessaire. C'est-à-dire que si on atteignait ces pourcentages-là, le 30%, oui, on a vu que sur des grands écosystèmes, en protégeant 30% du territoire de façon adéquate, là, bien répartie sur le territoire, on arrivait à garder la stabilité, les fonctions de l'écosystème, la biodiversité globale de l'écosystème. Donc, c'est un chiffre qui n'est pas sorti de nulle part, mais c'est certain que je prends souvent l'exemple de l'ascenseur. Quand on construit un ascenseur, on met un câble sur l'ascenseur. Il doit porter pour 200 kilos de personnes à l'intérieur. Ben, on ne met pas un câble de 200 kilos. On met un câble de 300, 350, on se donne une marge. Là, on voit qu'à 30%, on atteint la conservation du fonctionnement et de la biodiversité. Et c'est dur d'aller à 30%, alors qu'on devrait peut-être dire on devrait aller à 40, 45 pour se donner une marge d'erreur. Donc, en génie, en construction, on a cette notion de marge, mais en environnement, on ne l'a pas. Et donc, c'est là où… Oui, c'est un effet. La bande riveraine, c'est la même chose. On dit à 5 ou 10 mètres, la bande riveraine est fonctionnelle. Ben, on va à 5 ou 10, puis c'est vraiment dur d'aller voir un forestier ou un agriculteur et dire est-ce qu'on peut mettre 5 ou 10 mètres de plus pour se donner un peu de marge? Mais non, la science nous dit 5, oui, mais la science nous disait qu'un câble de 200 kilos, c'est assez pour porter 200 kilos, mais on prend quand même 350. Donc, ça, j'espère que dans les mentalités, ça va être quelque chose à changer aussi, se donner cette marge de safety en anglais, là, cette marge de sécurité. Oui, c'est une marge tampon, une marge qui nous permet qu'on va atteindre nos objectifs. Et, ça, c'est un point. Puis l'autre point que je vois là avec les discussions, c'est moi, je parle dans mon domaine aussi de fermer le système. Et je vois que dans le métabolisme, c'est un peu la même chose où on veut essayer de fermer le système, que ça fonctionne par soi-même, localement. Par exemple, on voit dans la gestion des eaux de pluie en ville, il faut que la pluie arrête d'être tout de suite transférée dans des égouts puis envoyée dans des stations qui sont plus capables de gérer ça, qui vont faire des reflux et aller contaminer des rivières. Donc, il faut gérer localement son eau, il faut gérer localement sa nourriture pour arrêter d'avoir cette empreinte. Et j'aime beaucoup cette image du métabolisme social parce qu'on l'utilise beaucoup en environnement, le métabolisme, l'énergie. Et je fais un parallèle direct avec ça et j'adhère complètement à cette vision-là. Fait que pour moi, chaque étude qu'on fait nous montre que notre système n'est pas durable. Le développement tel qu'on le fait en ce moment, il n'est pas durable. Je suis content d'avoir des explications un peu maintenant dans les autres sphères. Et effectivement, croissance, natalité, on voit, moi, on me dit, il y a de la pression pour trouver du logement, il faut aller dans les espaces naturels. Je dis, ça ne marche pas, on peut pas continuer comme ça. Peut-être qu'il faut régler les choses en amont. Puis là, je viens de mettre des mots avec ce qu'Éric a dit sur les causes sous-jacentes à ça, qu'il faudrait traiter. Mais je le vois qu'effectivement, le cycle, c'est quelque chose d'efficace. La linéarité, c'est quelque chose qui… Quand je donne mon cours d'écologie urbaine, puis je fais l'historique des villes où on est passé
la grande innovation, ça a été de s'installer proche d'une rivière, puis de mettre ses déchets dedans pour qu'ils disparaissent, puis de dire, ça y est, on est enfin hygiénique. Ben non, c'était l'externalisation de, le déchet est parti ailleurs, je ne le vois plus, donc ça y est, Ouais. c'est bon. Et ça, il faut Quand c'est vraiment... des feuilles de banane ou quand c'est des matières compostables, ça pollue l'environnement, mais c'est moins pire. Mais avec l'arrivée des plastiques, on voit dans beaucoup, n'importe qui C'est qui a... ça, fait que fermer le système, il faut gérer ça à l'intérieur et il faut avoir moins d'impact à l'extérieur. Donc ça, moi, c'est ce que je retiens de la conversation, puis je vois ces points-là, et même au niveau humain, dans plusieurs projets à Gatineau, à Montréal, on voit comment le conflit nuit à l'effort. Donc, il faut que l'humain s'intéresse dans son environnement et lui aussi qui n'externalise pas les situations, les problématiques, mais qui soit dans le système et qui ferme ça en se disant « je suis inclus là-dedans, j'ai mon mot à dire, il faut qu'on m'écoute ». Donc, participer à ça, pour moi, c'est super important aussi. Sinon, c'est des gens, disons, peu de gens et des gens souvent de l'extérieur qui vont décider ce qui va se passer. Et ça, au niveau des corridors à Gatineau, on a vraiment beaucoup de problématiques. On avait dessiné des corridors de circulation phonique, mais il y a des promoteurs qui ont déposé des projets, puis c'est passé pour aller développer des territoires qui sont à l'intérieur des corridors. Fait que là, on se nuit et on ne va pas dans le bon sens parce qu'on ne se parle pas assez, puis les gens ne s'intéressent pas assez. Il n'y a pas assez de concertation sur ces questions-là. Ce que vous annonciez, par exemple, par rapport au cercle qui se met en place en Outaouais, ça, c'est déjà un pas en avant. Oui, on espère que ce soit un projet pilote et qui va inspirer. Apparemment, on serait le premier projet comme ça à gouvernance autochtone qui prend un territoire aussi grand dans le Canada. Et on espère que ça va faire des petits. C'est sûr que les gens vont s'inspirer. Et là, on vient d'obtenir un financement au fédéral suite à la COP 15 là, qui voulait justement investir dans ce... Parce que ça vient chercher 3 des gros objectifs de la COP 15. Laisser la place, une vraie place aux Premières Nations, protéger 30% et restaurer une partie du territoire. Donc, ces 3 projets-là, ce projet-là vient à toucher ces 3 axes-là. Oui. On va suivre ça de proche. Ça va se déployer sur combien de temps, cette concertation? La mise en place, là, elle est partie. On a tout le cercle de fonctionnement. Donc, on a 2 ans de financement pour mettre tous les groupes autour de la table et délimiter un peu la façon de fonctionner. Et idéalement, on espère que ce sera à perpétuité, le fonctionnement de ça. Donc, comment ça va se financer exactement, on ne le sait pas, mais on va avoir un gros travail de faire le portrait de où se trouve la biodiversité, dans quel état elle est. Donc ça, en 2-3 ans encore, on va atteindre ce niveau de connaissance. Puis là, une fois qu'on connaît bien le territoire, là, on va pouvoir l'aménager, le gérer et le protéger de la bonne façon. Et ce travail de connaissance du territoire, il se développe aussi avec les apports, la connaissance des gardiens Anishinaabe. Exactement, on travaille avec eux, on se partage le travail parce qu'évidemment, c'est un grand territoire et puis il n'y a pas tant de botanistes ni chez eux ni ici qui peuvent faire ça. Donc à date, on a une dizaine de groupes là, donc, qui travailleraient pour faire ce portrait à différentes échelles, les milieux humides, les forêts, les milieux urbains, les milieux agricoles. Donc on va vraiment essayer de caractériser ça du mieux possible parce que quand on connaît, on agit mieux. Oui. Oui, effectivement. L'importance de se reconnecter à la nature aussi. On a ces conversations-là, mais c'est pas... ouais, il y a des choses à vulgariser là-dedans. Il y a un besoin de se reconnecter aussi comme humain à ces choses-là. Leïla, le temps file vite. C'est une conversation super intéressante. Il nous reste 7-8 minutes. J'aimerais donner le mot de clôture sans pression, Leïla. Si vous n'utilisez pas tout le temps, on pourra retourner. Mais sur le rôle d'implication, j'aimerais vous entendre sur le rôle de l'implication citoyenne au niveau local et global. Donc, participer dans les négociations, des gens qui influencent ces questions-là. Tant au niveau local que global, quand on parle de faire bouger nos gouvernements, etc., le rôle des citoyens, du plaidoyer, du militantisme, c'est important. Oui, tout à fait. Je pense que quelque chose qui est important de mentionner aussi, c'est que lorsqu'il y a des négociations internationales comme ça, par exemple les COP,
Il y a comme un acquis comme quoi la société civile va être là pour mettre pression. Ils vont faire du bruit. Fait que là, ça dépend, dépendamment, bien sûr, du pays où est-ce que ça se passe. C'est pas toujours facile pour la société civile de se mobiliser dans tous les pays. Mais c'est un acquis. On comprend qu'il va avoir ça, il va avoir ce besoin, il va avoir une pression qui est mise. Pendant la COP 15, je vous dirais que la société civile a fait un travail vraiment comme extraordinaire pour la COP sur la biodiversité. Comment les gens se sont regroupés. Il y a eu un travail qui s'est fait exactement comme tu viens de mentionner, c'est-à-dire local, qui a juste vraiment bien intégré les différents groupes à l'international pour s'assurer que lorsqu'on se retrouve sur cet espace commun, bien, on agit en tant qu'une société civile pour faire pression sur les demandes et les négociations, les résultats qu'on aimerait avoir. Concrètement, par exemple, on pourrait regarder le collectif COP 15 que Éric a mentionné plus tôt. Vraiment, il y a eu un pouvoir d'influence, puis vraiment mener des campagnes de plaidoyer, mener des campagnes pour des politiques ambitieuses. Tu sais, le collectif COP 15 sans organisation, on parle de syndicats, on parle de groupes professionnels, on parle de groupes de jeunes, des ONG environnementales. Fait que tout le monde c'est une coalition large, là. Exactement. Vraiment... Exactement. Fait que tout le monde s'est mis ensemble pour d'abord faire un résumé des attentes, vraiment très clairement des attentes de qu'est-ce qu'il faut voir dans le cadre mondial, mais aussi faire un suivi par la suite, c'est-à-dire s'assurer que le cadre il est ambitieux, faire ce suivi. Il y a aussi eu le côté plaidoyer militantisme avec la Grande Marche de Montréal. C'était vraiment une occasion pour des milliers de personnes, autant locales et à l'international, de se regrouper puis de marcher d'ensemble, de mettre pression sur les gouvernements. Ça, c'est vraiment un autre exemple. Puis, tu sais, c'était pas nécessairement... Il faut aussi penser que c'est pas nécessairement toujours facile de mettre en place des marches, par exemple, qui regroupent... non seulement des groupes locaux, mais d'autres organisations à l'international qui ont peut-être des objectifs différents ou quoi que ce soit, mais au final, on est vraiment tous là pour mettre pression sur une chose. Un autre aspect vraiment important, c'est le côté éducation, sensibilisation. Les COP, les négociations internationales, c'est extrêmement difficile à décortiquer. Vulgariser tout ça, c'est un travail. Ça demande des intentions claires et quand la société civile, justement, arrive à se regrouper ensemble et on joue un rôle clé, en fait, dans l'éducation, puis aller sensibiliser les autres. Il y a, par exemple, les dialogues pour la biodiversité qui se sont mis sur pied cette année lorsque la COP 15 s'est passée à Montréal. Dialogue pour la biodiversité. Tous les jours, pendant 1 heure de temps, des experts qui viennent parler, décortiquer tout ce qui s'est discuté pendant les négociations, qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il ne faut pas suivre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, vulgariser tout ça pour que ça fasse du sens, en fait, pour je vous dirais les citoyens, les habitants, personnes sur le territoire. Ouais. Puis, par la suite aussi, aller aider, supporter toutes les initiatives, que ce soit locales, provinciales, qui veulent se mettre sur pied. Parce que je vous dirais que s'il n'y a pas ce travail qui est fait, il pourrait avoir plein d'annonces, puis au final, personne ne les comprend, personne ne fait jamais rien avec ça, puis c'est absolument pas qu'est-ce qu'on veut. Fait que pour revenir à ta question, l'implication des citoyens, de la société civile, que ce soit locale ou à l'international, dans ces espaces sont extrêmement importants. Mais après, faut aussi pas nier qu'il y a beaucoup... il n'y a pas encore assez de personnes, moi, je pense, qui sont exposées à tout ça. Je peux penser, comme tu as mentionné tout à l'heure, j'ai l'organisation Black Eco Bloom. On est là pour vraiment inciter les femmes noires spécifiquement à s'impliquer dans tous ces enjeux. Mais veux pas, on travaille aussi avec beaucoup de communautés racisées. Puis, pendant ces COP, moi, j'en fais aussi ma mission de comme vulgariser avec ces différents groupes. Je rajoute des rencontres comme je peux. Je fais des résumés écrits justement pour décortiquer tout ça que j'envoie à ces différents groupes. Et par la suite, on organise des espaces pour pouvoir
voir comment ça s'applique à ces différentes communautés racisées, leurs écosystèmes aussi, comment ça s'applique par rapport à ça. Puis, il y a des belles initiatives aussi qui ressortent de ça, qu'on ne parle pas nécessairement assez. Par exemple, en ce moment, il y a une initiative qui se met sur pied qui regarde l'urbanisme des écosystèmes des communautés racisées à travers le Canada. Puis, ils sont en train de mettre en place justement quelque chose à Montréal, où est-ce qu'on va regarder ces différents quartiers, puis les impacts que ça a sur leur écosystème, par la suite leur santé, puis en tout cas, c'est tout le tralala. Fait qu'il y a tout ce genre de choses tout ce genre d'initiatives et l'implication citoyenne, comment ça impacte en fait. Puis voilà, juste pour conclure rapidement. Ça ferait l'objet d'une autre discussion, je pense, très intéressante aussi, cette question des inégalités dans les villes, puis de l'équité en matière de participation, la vulgarisation. Puis tant Sylvain qu'Éric nous parlent d'un changement de paradigme, je pense que ça aussi, ça demande du dialogue, des conversations, ça demande de digérer cette information-là pour changer notre façon de voir les choses. C'est excellent. Bien, on arrive à la fin de notre atelier. Je voudrais vous remercier parce que c'était une conversation super intéressante. Peut-être pas assez de temps pour pouvoir couvrir tout ce qu'on aurait voulu couvrir, mais c'est une excellente suite à notre premier atelier qu'on avait fait il y a 2 ans. Donc, merci pour votre travail aussi dans ce domaine-là qui est extrêmement important. Puis à une prochaine.